On parle aujourd'hui culture en la thématique de ce vendredi. Major, label, maison de disques, producteur, qui fait quoi? Nous lui soumettons la question et surtout nous soumettons cette question à sa sagacité d'analyse que l'on lui reconnaît, et tous ces exposés syntastiques qui sont propres à lui étayent tout simplement sa pertinence. Inabo, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup, Alix. Et on commence tout de suite avec la première question. Bonjour. Commençons par faire l'analyse des différentes, on va dire, définitions. Je vais, pour répondre à votre question, exposer la différence fondamentale qu'il y a entre le label et la maison de disques. Très bien. Déjà, nous devons comprendre qu'il s'agit d'entités juridiques, c'est-à-dire d'entreprises dotées d'une personnalité juridique morale. Le label, c'est le nom de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'étiquette, comme cela se traduit littéralement en français. Mais la maison de disques, j'ai envie de dire, s'apprécie dans le contenu de son activité. Une maison de disques, c'est une maison qui donne de l'argent à un artiste pour que celui-ci enregistre une œuvre musicale qu'elle, la maison de disques, va vendre dans le but de se faire du profit. Vous comprenez? Donc, si nous sommes par exemple en face d'une entreprise qu'on appelle Delors Productions, le label, c'est l'étiquette Delors Productions, et je suis maison de disques quand je donne de l'argent à des artistes pour créer des œuvres musicales afin que j'espère faire de la rentabilité sur le produit ainsi obtenu lors de la revente. Alors, en évoquant la maison de disques, on pourrait penser à un producteur. Donc, dites-nous, qu'est-ce que le vrai producteur? Qui est le vrai producteur? Alors déjà, le fait que vous mettiez, j'ai envie de dire, en corrélation la notion de producteur audiovisuel, pardon, la notion de producteur phonographique et de maison de disques, il y a dans le fond effectivement de bonnes raisons d'affirmer que dans le fond, dans le contenu de leurs activités, il y a beaucoup de similitudes. La maison de disques paie un artiste pour faire une œuvre musicale afin de la revendre et faire du profit. C'est exactement la même chose que le producteur phonographique fait. Mais ce que vous devez retenir, la différence fondamentale ne se situe pas au niveau du contenu, mais au niveau de la position. Ça signifie quoi? La maison de disques s'apprécie de par son activité, alors que la notion de producteur phonographique est une notion juridique. Je peux être une maison de disques, Alice peut être artiste-chanteuse. Quand bien même je suis maison de disques, ce n'est pas automatiquement que je suis producteur phonographique de Alice. Celui qui est producteur phonographique de Alice, c'est celui qui a signé un contrat de production phonographique avec Alice. Donc, la maison de disques qui signe un contrat de production phonographique avec un artiste devient son producteur phonographique. Est-ce qu'on se suit? Oui. Donc, un producteur phonographique est forcément une maison de disques, mais une maison de disques n'est pas nécessairement pour tout le monde un producteur phonographique. Et la Major ramène à quel paradigme donc? Alors, il faut retenir que la Major, c'est déjà une entreprise qui fait du business. À l'origine, les Majors ne faisaient pas de musique. Les Majors ont fait leur apparition pour s'aimer dans la télévision, dans les communications, etc. En règle générale, c'est de grosses machines qui sont là pour faire du profit. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3, Sony, Universal et Warner. Ce sont les 3 majeurs qu'on dénombre en l'état actuel. EMI est décédé de sa plus belle mort. Donc nous n'avons plus que ces 3-là. En face des majors, nous avons ce que nous appelons dans le jargon les indés, les productions indépendantes. Okay? Alors l'une mise en face de l'autre, qu'est-ce que nous observons? Les majors, ce sont de grosses machines qui sont mues par le désir, l'ambition de faire du profit, rien d'autre. Ce n'est pas la qualité de la musique qui les importe, ce n'est pas la carrière en tant que telle de l'artiste qui les importe, ce qui les importe, c'est faire de l'argent. Alors que les indés sont mus par la passion. Vous verrez qu'il y a plus d'entrain. Le goût pour la carrière de l'artiste est plus prononcé. C'est aussi du mécénat? Non, ce n'est pas du mécénat. Le mécénat, c'est autre chose. Le mécénat, c'est Delors Inabo qui a un peu d'argent, qui regarde José, qui dit, bon, écoute, viens chercher 17 millions
pour te faire de nouvelles tenues pour la sortie de ton nouveau single. C'est ça le mécénat. On n'attend rien derrière, on contribue juste en donnant de l'argent pour aider l'artiste. Et si l'artiste fait partie d'une maison de disques, est-ce qu'un mécène peut se permettre ce genre d'action-là? Oui, le mécénat est philanthropique par essence. Alors, on n'a pas besoin de demander la permission de quelqu'un pour lui faire du bien, pour lui donner de l'argent. Et ça n'a aucune incidence juridique? Non, pas du tout. Tous ces noms que vous entendez, les chanteurs de coupé décalé chanter, ce sont des mécènes. Voilà, ce sont des mécènes, ce sont des gens qui donnent de l'argent pour les soutenir, pour les appuyer, mais ce n'est pas de la production. Alors, de toutes ces entités-là, chacun a son rôle défini? Bon, vous savez, c'est comme les maillons d'une même chaîne, en fait. Je veux dire, chacun a sa place. Et puis, la notion d'industrie musicale n'est pas appropriée, quand bien même la plupart des gens utilisent cette terminologie. Parce que le modèle économique n'est pas forcément industriel pour tout le monde. On ne calcule pas, j'ai envie de dire, la manière de vendre Michael Jackson comme on calcule la manière de vendre de Alla Thérèse. Tous les modèles économiques ne sont pas forcément industriels. C'est pour ça que je préfère la notion d'économie musicale. Alors, dans ce domaine-là, quand vous prenez les majors, comme nous sommes en train de dire, j'avais dit qu'elles sont mues par le besoin, le désir de faire du profit. Et il faut faire attention, la major n'a pas de pitié. Quand vous regardez ces derniers temps, tout le bruit qui naît après la disparition de Arafat, où ces ex-femmes viennent faire des communiqués de presse pour se plaindre de ce que tout soit obscur, etc. Mais la vraie question, c'est quel était le contenu du contrat entre Arafat et cette major-là. Il n'est pas question de faire du sentimentalisme parce que le personnage est aujourd'hui disparu. Non. Il n'est pas question de faire du sentimentalisme parce qu'il a laissé femme et enfant. Non. Il faut faire du profit avec les œuvres pour lesquelles on lui a donné de l'argent. C'est ça, en fait, qui caractérise justement tout le maillon de toute la chaîne. Nous y reviendrons sur les différentes clauses qui peuvent être inscrites dans un contrat avec des majors et leurs incidences dans de tels cas et d'autres cas que nous allons prendre le temps pour nous d'aller vous questionner sur votre connaissance quant au sujet que nous traitons aujourd'hui. Le rôle de l'artiste, c'est de créer, d'envoyer, disons, ses sons. Puis bon, le producteur met ça en valeur pour qu'il puisse évoluer. Normalement, tout doit repartir depuis la base. Donc, d'où une formation d'abord de base. Quand la formation, je pense, c'est déjà clair. Et quand c'est défini, les contrats sont signés, chacun sait au fait ce qu'il a à faire. Et là, c'est clair. Mais aujourd'hui, la plupart de nos artistes ne vont pas à l'école. Ils ne sont pas instruits. Les producteurs sont intellectuels. Donc, du coup, là, ils imaginent généralement les artistes. Donc, du coup, là, apparemment, les producteurs, ils étaient à la part bas du gâteau. Et ça, c'est pas bien. Le producteur aide l'artiste, donc c'est les deux qui doivent faire l'ensemble. Par exemple, sans producteur, il n'y a pas d'artiste. Sans artiste, il n'y a pas producteur aussi. Mais aujourd'hui, le manager ne connaît pas sa place, l'artiste ne connaît pas sa place. Le manager va négocier le contrat de l'artiste. Il prend l'argent, il donne une moitié à l'artiste, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. L'artiste, il sort d'une famille pauvre, lui veut chanter seulement pour avoir de l'argent. Et malgré tout ça, c'est le manager qui se tape tout le blé. Il y a un manager qui a une voiture, l'artiste n'a pas de voiture. Je pense bien qu'un manager, c'est celui qui s'occupe d'un artiste, qui fait si jamais il y a quelque chose à voyager ou ça, s'il est caché, donc tout et tout. Donc c'est celui donc, qui s'occupe de ça. Quand on dit manager, c'est lui qui fait ta promotion, tout et tout. Et puis maintenant, si jamais il y a quelque chose, tu fais ta publicité, tout. Si jamais il y a quelqu'un qui aura besoin de toi, tu envoies, puis maintenant tu viens, tu signes le contrat. Il a sa part, tu as ta part, puis maintenant vous avancez. Ben, je pense que l'artiste, c'est un artiste comme son nom le dit. Il doit travailler, il doit aller sur scène, prouver, voilà. Pour le manager, c'est celui qui doit chercher les marchés au fait pour lui. Donc le manager, je peux dire, c'est lui qui fait tout. Quant à l'artiste, c'est lui qui s'affiche un peu sur scène. Le producteur, bon, on va dire, c'est celui qui finance. Moi, je pense que le producteur, c'est la tête, quoi. Voilà vos avis sur la question du jour. Eh bien, de Laure Inabo, on a entendu dans ce micro-trottoir l'artiste, comme pour dire qu'il est au-devant de tout ce que nous sommes en train de faire, production, être dans une major et tout. Quel est le piège pour l'artiste et la corrélation artiste-producteur phonographique? Alors, ce qu'il faut retenir d'entrée de jeu, oui, c'est que pour tous ceux qui s'expriment sur ces sujets-là,
on a l'impression qu'on place l'artiste dans le positionnement de la victime parfaite. Vous voyez, on dit le manager vole l'artiste, le producteur vole l'artiste, mais en fait, c'est par méconnaissance aussi bien de l'artiste, de ses droits et prérogatives, que du producteur et de ses droits et prérogatives. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour répondre à votre question? Le producteur, il met de l'argent, il investit de l'argent. Pour parler plus simplement, il donne de l'argent à l'artiste, il le paye. Et il lui dit, crée quelque chose que moi, je vais prendre pour aller vendre. Quand vous êtes en face d'un contrat de production, l'artiste s'est assis. Il a inventé une chanson et une musique. Il a composé, il est entré en studio, il a chanté la chanson. Et il perçoit de l'argent de la part du producteur. Le produit final qui sort du studio est la propriété du producteur et non pas de l'artiste. C'est la première des choses à retenir. L'artiste n'est pas propriétaire. La propriété, c'est un droit juridique qui confère à la personne qui le possède ce qu'on appelle l'usus, le fructus et l'abusus. C'est-à-dire, il peut utiliser la chanson, il peut vendre la chanson, il peut aliéner la chanson. Aliéner la chanson, c'est-à-dire, il peut dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus diffuser cette chanson. Oui. Il a le droit, c'est ça qu'on appelle le droit de propriété. Donc, tenez-vous bien, la chanson n'appartient pas à l'artiste. Ce qui revient à l'artiste, ce sont les droits qui lui sont versés, soit en tant que compositeur, en tant qu'auteur ou en tant qu'interprète. C'est de là seulement que viennent les dividendes de l'artiste. Sinon, une fois produit, la chanson qui sort du studio est la propriété du producteur. Ça, il faut que ce soit clair. Oui. Alors, à quel niveau la production peut être limitée, si limite il y a? La production, tant qu'on est dans un contrat de production tel que défini préalablement, n'a pas de limite parce que je paye pour posséder quelque chose, comme vous avez payé pour acquérir ce beau boubou. Vous pouvez le donner, vous pouvez le détruire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Par contre, suivez bien la différence. Si vous me le prêtez, quoique je doute qu'il puisse m'entrer, je ne peux pas l'aliéner, je ne peux pas le vendre, je ne peux pas le détruire parce que ce n'est pas mon bien. C'est pour ça que l'artiste n'est pas en droit, dans un contrat de production, de prendre sa chanson et la soumettre à une autre entreprise pour qu'elle en fasse un support de publicité. La chanson ne lui appartient pas. Quand on est dans un contrat de production, bien entendu, classique. Finalement, l'artiste ne fait que de la représentation. Non, il ne fait pas de la représentation, il fait de la création. C'est pour ça qu'il perçoit de l'argent sur les droits d'auteur. En interprétant la chanson aussi, lui-même, il perçoit des droits en tant qu'interprète. Et si c'est lui qui a composé la chanson, il perçoit aussi des droits comme compositeur. Mais le bien en question, la chanson en question, est le bien de quelqu'un d'autre qui est le producteur. Là, vous étiez en train de parler du cas spécifique de feu DJ Arafat. Où se trouve véritablement le problème avec la major qui a été indexée? Alors, le vrai problème, c'est qu'on demande, enfin, des gens qui n'ont ni qualité pour agir, ni compétence pour agir, demandent des comptes à une major avec laquelle ils ne sont pas en contrat. Enfin, à la place de la major, je ne sais pas ce qui me contraindrait à répondre. Peut-être que c'est le fait de filiation, les ayants droit dans le cheminement ou dans le traitement, les clauses du contrat ne sont pas citées aucunement. En ce moment-là, je parlais de qualité pour agir. Il faut quelqu'un qui a qualité pour agir, soit les représentants légaux de l'artiste, sinon les dames en question, rien ne les lie à part leur progéniture à Arafat, vous comprenez, il n'y a même pas de lien quelconque juridique entre eux. Maintenant, il faut, avant de se prononcer sur ce genre de sujet, prendre connaissance de ce qui a été dit exactement dans le contrat, parce que les majors ont un genre de contrat qu'on appelle le 360. C'est-à-dire qu'ils prennent une possession exclusive de l'artiste, depuis ses premières pensées au réveil jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce que notre artiste se serait engagé dans cette voie? Je ne le sais pas parce que je n'ai pas connaissance des textes. Mais il faut bien faire attention parce que ce sont de grosses maisons, comme j'ai dit, qui sont mues par le profit et qui sont bien outillées avec des juristes de pointe. Donc il faut faire vraiment attention à ne pas se laisser prendre. D'autant plus que dans ce genre de choses, il faut avoir une formation ou un accompagnement juridique. Dans ce cas-là, comment éviter le piège pour les artistes aujourd'hui? Mais il faut tout simplement bien se faire entourer. Vous voyez le problème avec les artistes en Côte d'Ivoire, en règle générale, il n'y a que l'argent qui compte pour eux. Vous voyez, j'entendais quelqu'un dire dans l'élément, le manager a voiture, l'artiste n'a pas voiture. Nos artistes vivent mal. Ils vivent très mal et ils sont mal accompagnés, mal entourés. C'est des choses qu'il faut dire. Cela s'explique par quoi? Mais cela s'explique justement par le manque de formation en question.
En fait, quand on analyse tout par la nécessité du gain, là et maintenant, immédiat, omettant même qu'on a choisi une carrière, il faut bien porter son nom, carrière musicale. C'est-à-dire que ce n'est pas le gombo du week-end qui va fonder notre vie. C'est sur tout le reste du process de notre vie que nous devons bâtir aussi pour nous. C'est une carrière pour nos enfants et tout. Donc, il ne faut pas simplement se limiter dans une petite vision d'argent, argent, argent. Il faut bâtir dans sa formation, il faut investir dans son staff, etc. etc. Parce que c'est vrai qu'on a une personne, mais on est aussi une entreprise. Bien sûr. Alors, rapidement, avant de terminer, le manager dans tout ça. Parce qu'il est beaucoup décrié. Pour ceux qui nous suivent, ils pourront chercher sur YouTube une de mes vidéos que j'ai intitulée « Le manager qui est ». C'est juste une vidéo de 10 minutes qui peut instruire les gens. Mais pour résumer, avant de terminer, comme il a dit, le manager, ce n'est pas le ropero. Le manager, ce n'est pas celui qu'on envoie. Le manager, c'est le patron de l'artiste. Manager veut dire diriger. Vous comprenez? To manage, ça veut dire diriger. C'est lui qui conduit la carrière. Ce n'est pas lui qui va remettre une clé USB au DJ, non. C'est lui qui définit le plan de com. C'est lui qui écrit ce que l'artiste va dire. C'est lui qui pense sa carrière. C'est lui qui pense la promotion. C'est lui qui pense l'apparence. C'est lui qui pense les finances. C'est lui qui dirige en un mot. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui nécessairement doit être outillé aussi bien sur le plan comptable que sur le plan juridique, que sur le plan marketing et dans toute l'économie musicale. Voici des choses qu'il doit maîtriser. Alors, à ces gens-là, quand on les jette en pâture en disant manager à voiture, artiste n'a pas voiture, c'est qu'on n'a pas compris. Et en même temps, peut-être ces mégardes sont établis par rapport même au niveau de formation des managers qui s'auto-proclament. Malheureusement, je suis membre d'un réseau d'agents culturels qui eux-mêmes, remplis de managers, décrivent cela à longueur de journée. Il faut se faire former. Il y a une réforme à ce niveau-là. Il faut se faire former, c'est important. À faire intervenir. Merci beaucoup en tout cas, Inabo Delors. C'est toujours un plaisir et toujours des nouvelles informations et de l'instruction que l'on retire de vos passages. Nous, on a été vraiment très heureux d'être avec nos téléspectateurs. Bien sûr, Alix. Allez, c'est une semaine que nous avons commencé avec vous pour vous dire tout simplement que Matin Bonheur de retour avec la saison 5.